Du coup, merci beaucoup à tous et à toutes de votre mobilisation et bienvenue à ce webinaire qui va porter sur les statuts commerciaux de l'économie sociale et solidaire et qui ouvre une série de webinaires qui sont organisés par la CRES Île-de-France en partenariat avec le barreau de Paris. Et les deux prochains rendez-vous vont porter sur l'agrément ESUS et sur le portage d'une activité commerciale au sein d'un projet social, notamment une association. La thématique des statuts commerciaux de l'économie sociale et solidaire a été identifiée et s'inscrit dans le cadre de la commission accompagnement qui est animée par la CRES Île-de-France et co-présidée par l'ECANO, la Fédération des entreprises d'insertion et le cabinet WeShare by Résilience. Et c'est une thématique effectivement qui a été remontée à la fois pour notre commission via les permanences juridiques qui en coordonnent avec le barreau de Paris et, et aussi les différents échanges qu'on a pu voir à la fois avec les porteurs de projets et d'autres acteurs de l'accompagnement et du financement. Effectivement, je vous demande de couper votre micro, je vais le faire moi-même. Pardon, merci beaucoup. Et effectivement, c'est un sujet qui soulève pas mal de questionnements, qui demande pas mal d'informations. Et du coup, c'est pour ça que on va porter ces 2 heures ensemble sur cette thématique. Juste avant de laisser la parole du coup à Gaspard, notre premier intervenant, juste un petit point technique et de dérouler. Effectivement, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous outiller, vous informer sur les statuts commerciaux de l'ESS. Du coup, vous partagez les critères d'appartenance à l'ESS, quelles sont les obligations attendues par la loi 2014, quels sont les points de vigilance et aussi les bons réflexes à voir. On aura principalement 3 grandes parties sur ce webinaire. Une première partie animée par Gaspard, avocat au barreau de Paris, et Sébastien Chailloux-Gillette, directeur général de la CRES Île-de-France. Du coup, Gaspard et Sébastien vont revenir plutôt sur les éléments, sur les aspects légaux effectivement attendus par la loi et les critères spécifiques à faire apparaître dans les statuts quand on veut appartenir à la famille de l'économie sociale et solidaire. À la suite, on va donner la parole à 2 témoignages, à Marfi et Sofou. Marfi qui a fait le choix de modifier ses propres statuts pour appartenir à l'ESS dans une phase de développement et de changement, et Sofou qui a inscrit son appartenance à l'ESS dès le départ. Et on finira le webinaire avec un partage effectivement plutôt d'outils, d'acteurs qui peuvent vous accompagner dans la rédaction statutaire, dans la compréhension de l'appartenance à l'ESS. Bien évidemment, il y a du temps pour les questions. J'espère qu'on aura nombreuses questions. Et après chaque intervention, on aura un petit temps de questions-réponses. Du coup, n'hésitez pas à partager vos questions dans le chat. Armélie va poser vos questions à nos intervenants après chaque intervention et à la fin des différentes interventions, on aura effectivement un temps plus libre pendant lequel vous allez tout à fait pouvoir ouvrir votre micro, préciser des questions et du coup vous adresser directement à nos intervenants. Du coup, sans plus attendre, je laisse la parole du coup à Gaspard pour ouvrir du coup ce webinaire. Merci beaucoup, Cécilia. Bonjour à tous. Comme précisé, je suis donc avocat au barreau de Paris, spécialisé dans l'accompagnement des très petites et petites entreprises. Mon intervention aujourd'hui va consister à faire plutôt un point de vue général, donc finalement pas forcément sur le SS, mais permettre à tout le monde, et notamment ceux qui n'ont pas forcément de connaissances précises là-dessus, de comprendre quel type de sociétés peuvent être éligibles à l'ESS et quels sont, dans ces types de sociétés, leurs grands fonctionnements pour pouvoir vous permettre, vous, de comprendre quelle société vous pouvez choisir et quelles sont ses particularités. Donc en réalité, je vais partir du général pour arriver au particulier et à ces fameuses sociétés éligibles à l'ESS. Première grande distinction importante, la distinction entre personnes morales et personnes physiques. Pourquoi cette distinction? Puisque les personnes physiques, on va les évacuer immédiatement,
puisqu'elles ne peuvent pas bénéficier du statut ESS au sens de la loi du 31 juillet 2014. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement avoir une activité au quotidien en tant que personne physique qui répond aux critères généraux de l'économie sociale et solidaire. Pour autant, vous ne pouvez pas bénéficier de ce qu'on va appeler le statut défini par la loi. Okay, qui n'est pas un label, qui n'est pas non plus un statut, on parle d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc, on évacue la personne physique. Il faut donc nécessairement être une personne morale. Alors, une personne morale, on n'a pas forcément de définition légale, on a une définition assez générale, on peut la définir comme un regroupement de personnes, elles-mêmes qui sont des personnes physiques ou morales, qui œuvrent ensemble vers un but commun et disposent d'une existence juridique autonome de celle des associés qui la composent. Des personnes morales, encore une fois, on a un éventail assez large, on a notamment des entités publiques, des associations, mais on a aussi des sociétés. Et cette fois, la société qui va nous intéresser, puisqu'encore une fois, c'est la société qui va être éligible au statut ESS. Cette société, elle est définie pour le coup par la loi, par l'article 1832 du Code civil, qui dit que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourront en résulter. C'est la définition légale de la société. Alors, on a un deuxième alinéa qui précise, c'est important, et j'y reviendrai, qu'on peut aussi, dans les cas prévus par la loi, créer une société par la volonté d'une seule personne. Et là, on parlera des sociétés unipersonnelles. Dans les sociétés, on réduit encore notre champ. On a les sociétés civiles dans les grandes catégories et les sociétés commerciales. Nous, ici, on va s'intéresser uniquement aux sociétés commerciales, puisque, je vais préciser ensuite, ce sont les seules qui sont éligibles à l'ESS. Alors, les sociétés commerciales, comme on l'a vu, ce sont des personnes morales, donc qui sont distinctes des personnes physiques qui la composent. Ça a deux conséquences fondamentales que je vais vous préciser, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, mais qui finalement doivent être, quand vous créez une société, votre horizon et votre perspective, au sens où il faut en avoir conscience à chaque étape de la création de la société et de sa vie. La première chose, c'est que votre responsabilité en tant qu'associé d'une société, elle est limitée à vos apports. C'est-à-dire que vous allez supporter des pertes à hauteur de vos apports. Quels sont vos apports? C'est ce que vous allez apporter dans la société qui va composer le capital social. Voilà. Donc, soit de l'argent, soit des biens. Voilà. Si la société est mise en liquidation judiciaire, si elle a des dettes, sauf cas évidemment où vous commettriez une faute de gestion, votre seul risque, il est lié à ces apports. Voilà. C'est le point positif, et on va dire que le revers de la médaille, c'est que les actifs qui sont développés par la société n'appartiennent pas aux associés, mais à la société. C'est-à-dire que pour les transférer de la société vers l'associé, il y a un mouvement lequel va impliquer souvent juridiquement un contrat et fiscalement potentiellement une taxation. Une fois ce cadre général posé, on va tout de suite parler des personnes morales qui sont éligibles à l'ESS. Alors, je vous l'ai même plus ou moins dit, mais je voudrais d'abord évacuer une première catégorie dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui sont les personnes morales qui appartiennent de droit à l'économie sociale et solidaire. En l'occurrence, les sociétés coopératives, qui sont des sociétés commerciales sous la forme coopérative, les mutuelles, les fondations et les associations. Ces entités-là, elles n'ont pas de démarche à faire particulière pour être de l'ESS. On va évacuer une catégorie qui est celle des entreprises individuelles et d'auto-entrepreneuriat. Ce ne sont pas des sociétés commerciales, donc ce ne sont pas des entités qui peuvent bénéficier du statut ESS au sens de la loi du 31 juillet 2014. Comme je le précise au début, ça n'empêche pas d'avoir une activité qui répond aux critères de l'ESS de manière générale, mais le statut tel que défini par la loi, les entreprises individuelles et les auto-entrepreneurs n'y ont pas accès. Il nous reste donc, après avoir fonctionné un peu en entonnoir, ces sociétés qui, elles, n'ont pas le statut de droit, mais qui peuvent y prétendre. On a trois types de sociétés. Les sociétés anonymes,
les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par action simplifiée. Alors, je vais dans un premier temps vous parler un peu de chaque société. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on n'a pas forcément le temps et ça peut faire l'objet d'autres formations. Et pour que vous ayez un peu quand vous aurez à faire ce choix-là, si vous ne l'avez pas déjà fait dans vos projets entrepreneuriaux, euh, voilà, pouvoir avoir les grandes lignes de ces sociétés. La société anonyme, d'abord. La société anonyme, c'est une société, on va dire, que je définis souvent comme une société assez historique dans l'histoire de l'économie française. En général, les grands groupes industriels que vous connaissez en France existent sous la forme de sociétés anonymes. Alors pourquoi? Pour deux raisons. C'est que à l'époque où ces sociétés sont créées, la société par action simplifiée n'existait pas et la SARL, dont on va parler ensuite, ne correspondait pas forcément au modèle. Puisque la société anonyme, elle est organisée autour de trois pôles de pouvoir. La présidence, l'exécutif, elle-même contrôlée par un conseil d'administration, lui-même contrôlé par des associés. Donc, dans des sociétés où il y a beaucoup d'actionnaires, l'intérêt d'avoir un pôle plus restreint qui contrôle l'exécutif avait son sens. Aujourd'hui, cette société, c'est très rare encore qu'on voit des sociétés anonymes créées aujourd'hui. On en voit, mais c'est de plus en plus rare. Comme je vous le disais, du fait de l'apparition de la SAS, dont on va parler ensuite, mais parce que la société anonyme a un format en réalité assez lourd, avec des contraintes juridiques assez fortes, notamment en termes de nombre d'associés, en termes de capital minimum, euh, qui vont du coup freiner ce type de société. On a ensuite la société à responsabilité limitée, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Euh, Elle est dirigée non pas par un président, mais par un gérant ou plusieurs co-gérants. Donc là, on va s'organiser autour de deux pôles de pouvoir, la direction, la gérance et les associés. Alors c'est une société pareille qui existe depuis un certain temps en France et qui en général va être utilisée par les petites structures. Alors, cette société, elle est, à mon sens, injustement ringardisée aujourd'hui, puisque beaucoup d'entrepreneurs s'orientent vers la SAS, ce qui n'est pas forcément un mauvais choix, mais parfois pas assez réfléchi par une idée générale qu'on a. Il faut savoir que la SARL est une société qui est très encadrée par la loi, ce qui peut faire fuir, mais ce qui peut aussi être très intéressant, notamment quand on n'a pas forcément l'ambition de lever des fonds, quand on cherche une activité dans l'ESS, mais à un niveau local, sans forcément beaucoup d'associés, puisque le fait d'être très encadré par la loi, ça permet aussi peut-être parfois d'avoir moins besoin de frais annexes autour justement du juridique, en se calant en réalité sur la loi, en prenant des statuts simples et en ayant un fonctionnement relativement simple. Donc, je la conseille encore aujourd'hui beaucoup à des clients qui cherchent à créer une activité euh, par laquelle ils cherchent à vivre de leur travail et pas forcément à vivre du capital qui en résulte. Enfin, elle a un avantage important en termes de charges sociales. Alors ça, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est un sujet plutôt comptable. Mais il faut savoir que quand vous êtes gérant majoritaire, donc actionnaire majoritaire d'une SARL, les charges sociales sont moins importantes que dans une SAS. Alors, je me dois, pour être honnête, de préciser que la protection sociale est moins étendue, mais pour autant, voilà, sur la rémunération pure à court terme, vous aurez plutôt un avantage à vous rémunérer en SARL qu'en SAS. Et j'en termine avec la troisième grande société commerciale, qui est la société par action simplifiée, que je pense aussi beaucoup de gens connaissent. C'est une société qui a le vent en poupe en ce moment. Alors, au fond, elle ressemble beaucoup à la société anonyme, à la différence que toutes les contraintes qui sont posées sur la société anonyme n'existent pas sur la SAS. Vous êtes dans une société qui est dirigée par un président et éventuellement des directeurs, un ou plusieurs directeurs généraux. Vous pouvez parfaitement créer un conseil d'administration ou un conseil de surveillance qui vont contrôler le pouvoir exécutif, mais ça n'est pas du tout obligatoire. Vous décidez de le faire ou pas dans vos statuts. Ou d'ailleurs, on y viendra plus tard dans un pacte. Alors, c'est une société qui, elle a le vent en poupe pour une raison très simple. C'est sa liberté d'organisation, c'est-à-dire que la loi prévoit extrêmement peu de choses pour la SAS et laissant assez libre les actionnaires de créer des statuts comme ils le souhaitent. Ce qui permet quoi? Ce qui permet en réalité, quand on a des actionnaires qui rentrent dans la société, quand on lève des fonds,
de pouvoir créer ce qu'on appelle des pactes d'actionnaires. Donc, ce sont des contrats entre associés qui vont organiser de manière assez libre le fonctionnement de la société. Voilà. Et notamment pour tout ce qui est mouvement du capital. Je fais un petit point, je pense que Sébastien reviendra plus que moi, mais vous l'aurez compris, je ne parle pas des SASU, donc Sociétés par action simplifiée, unipersonnelles, et des EURL, entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée. Pourquoi? Parce qu'il y a une problématique, sans entamer sur la partie de Sébastien, qui est liée au fait que ce soit des sociétés unipersonnelles. Or, dans le SS, vous le verrez, la gouvernance doit être démocratique. Or, quand on est unipersonnel, de fait, on est seul. Donc, en termes de démocratie, ça pose un problème. J'en viens à la partie suivante qui est la rédaction concrète des statuts. L'importance de la rédaction des statuts. Alors, dans les statuts, on a quatre grands pôles qui reviennent toujours et qu'il faut reprendre et qui, de toute façon, sont en général imposés par la loi. On a d'abord la question de l'identité de l'entreprise, avec évidemment deux sujets classiques, c'est la dénomination sociale, donc le nom d'entreprise, qu'on appelle aussi la raison sociale, et derrière, l'activité de l'entreprise. Alors ça, vous le verrez, c'est très important dans le cadre de l'ESS, c'est quelle est votre activité, et c'est là où vous allez définir voilà, ce que vous ambitionnez comme objet social au quotidien. Deuxième pôle d'importance, c'est le capital social, c'est-à-dire quel argent ou quel apport en nature va être mis dans l'entreprise à l'origine ou par la suite. Il va définir en réalité voilà, les apports qui ont été faits. Alors, sans rentrer dans le détail, c'est quelque chose qui avait beaucoup d'importance à une époque où le capital social était corrélé à la valeur de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Donc aujourd'hui, ça donne plus une indication, mais en réalité, quand une entreprise a un certain temps d'existence, pardon, ça n'a plus tellement d'importance, mais évidemment, par contre, c'est nécessaire dans l'identité. Troisième pôle, la gouvernance, c'est qui dirige et comment, et notamment la répartition du pouvoir entre l'Assemblée générale, donc des associés, le président, le gérant et les différents pôles de pouvoir. Et quatrième pôle d'importance, les mouvements de capitaux. Comment on devient actionnaire et comment on sort de l'actionnariat. Les statuts, premier point, ils doivent être évidemment conformes à la loi. Vous ne pouvez pas avoir des statuts d'entreprise qui sont ce qu'on appelle contra legem, c'est-à-dire qui prennent des dispositions qui sont contraires à la loi. Un petit exemple rapide, dans une SARL, la loi impose que l'Assemblée générale soit convoquée 15 jours avant l'Assemblée par recommandé. Vous ne pouvez pas prévoir des statuts qui disent que l'Assemblée générale est convoquée autrement ou dans un délai plus court. Et il faut savoir, point important, que vos statuts d'entreprise, ils seront publics. C'est-à-dire que tout le monde pourra les consulter. Alors, encore une fois, dans la démocratisation, avant, il fallait payer auprès du greffe des statuts. Aujourd'hui, vous allez sur des sites comme Papers et Ninja, vous trouvez absolument toutes les informations des entreprises. Voilà. C'est pourquoi, j'en viens au point suivant, il faut, quand on crée ces statuts, se poser la question de ce qu'on est prêt à rendre public et ce qu'on n'est pas prêt à rendre public. Et c'est pour ça qu'existe, j'en parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle des pactes d'associés ou des pactes d'actionnaires, qui sont des accords contractuels, qui sont des contrats entre associés d'une entreprise, qui vont être passés et qui vont finalement organiser dans l'entreprise tout ce qu'on ne veut pas qu'il soit public. Notamment, souvent, les mouvements de capitaux. Parce qu'on ne veut pas forcément savoir on veut pas forcément qu'un tiers puisse savoir comment on peut sortir de l'entreprise ou comment on peut y entrer. Voilà. Donc ça s'organise autour de pactes. Pactes que vous verrez principalement, je le disais tout à l'heure, dans les SAS, puisque les SAS permettent une grande liberté autour de ça. Et c'est souvent dans les SAS qu'on voit des investisseurs tiers qui souhaitent organiser ces contrats. J'en viens à mon dernier point qui est très concret, c'est une fois que vous avez rédigé vos statuts, que ce soit votre société commerciale, vous devez l'immatriculer. Cette immatriculation se fait en déposant vos statuts et diverses pièces au greffe du tribunal de commerce. Et aujourd'hui, très concrètement, depuis le 1er janvier 2023, via l'INPI et ce qu'on appelle le guichet unique de l'INPI. Donc, vous tapez sur Internet guichet unique INPI, vous verrez les informations. Alors, ça a été très compliqué au début, ça l'est moins aujourd'hui. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout passe par là. Et c'est par ce biais-là que vous déposerez vos statuts et que vous immatriculez votre entreprise. L'INPI ensuite se chargera
de prévenir les différents organismes et vous attribuera un numéro SIRET. Voilà, je laisse la parole à Sébastien qui va vous parler concrètement plutôt de société commerciale et de SS. Merci beaucoup, Gaspard. Effectivement, Sébastien, avant de rentrer dans le vif des critères d'appartenance à l'ESS, si on pouvait préciser effectivement les points de vigilance sur les SASU que Gaspard a bien mentionné. Et je crois qu'il y a une question pour toi, Gaspard, dans le chat. Du coup, je laisse Sébastien compléter sur les SASU et Amélie par la suite revenir sur la question posée dans le chat. Alors, la question que je lis, si c'est Ouais. bien celle-là, c'est que mettons dans la raison sociale, quelle différence avec l'activité d'entreprise? Mm. Alors, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est en fait l'objet de l'entreprise. C'est un autre terme juridique voilà, c'est exactement la même chose. C'est l'activité, c'est la raison sociale. Je vous dis une bêtise, excusez-moi. Je doutais en parlant. L'objet social, c'est la même chose que l'activité. La raison sociale, c'est le nom de l'entreprise. Donc la raison sociale, c'est seulement le nom et l'activité, on y met ce qu'on vend, on y met notre mission, on y met... Alors, Sébastien vous y mettez votre activité, ce que vous faites. Votre mission, sur l'aspect ESS, c'est Sébastien qui vous le précisera. Mais c'est votre activité. Vous avez une C'est là. activité principale en général qui est ce que vous allez mettre en premier, et derrière des activités annexes qui sont toutes des activités autour de votre activité principale. Typiquement, vous pouvez par exemple vendre des fruits et légumes, mais vous allez aussi, pour vendre vos fruits et légumes, avoir peut-être l'ambition d'acheter un local. Votre activité principale sera de vendre vos fruits et légumes. Votre activité annexe sera d'acheter de l'immobilier potentiellement. Hmm, d'accord. Très bien. Et c'est là où on peut mettre aussi notamment l'ESS, des critères en lien avec l'ESS en disant enfin, notre mission en lien Tout à avec... fait. Alors, là, ça sera la partie Sébastien, donc je laisse vous dire, mais c'est effectivement le cas. Ok, merci. Ouais. Merci beaucoup, Gaspard. Du coup, c'est effectivement l'intervention de Gaspard nous a permis effectivement de bien clarifier quels sont les statuts qui sont éligibles à l'ESS et ceux qui ne le sont pas. Effectivement, là, on va laisser la parole du coup à Sébastien pour revenir vraiment dans le spécifique sur les critères et les attendus par la loi du coup 2014 pour être voilà, une structure commerciale de l'OSS. Du coup, Sébastien, je te laisse la parole. Merci. Juste, est-ce qu'on prend encore 2 minutes de plus? Que je vois qu'il y a des questions encore dans Oui, le bien chat sûr, sur pardon, le. j'avais pas vu, bien sûr. Bah, du coup, enfin, il doit les voir, hein, les questions. Il y a notamment, mais bon, je pense que ce sera aussi dans la suite qu'on peut parler de ça. Mais la question sur le code civil, en fait, qui n'a pas créé un nouvel article et qui spécifie qu'il peut y avoir autre but que le profit. Donc là, peut-être un petit mot là-dessus, même si je pense que c'est aussi sur la suite. Et peut-être revenir 2 minutes sur les SASU. À moins qu'il y ait un autre moment pareil. Gaspard, s'il vous plaît. Alors, le Code civil n'a pas créé un nouvel article qui spécifie qu'il peut y avoir un autre but que le profit comme but. Non, c'est pas le Code civil. Là, on rentre dans la subtilité de la codification, etc. Mais ce sont des lois en réalité qui créent ça, et notamment, alors je vous avoue que j'ai plus la date en tête, mais on a les lois sur les coopératives. J'ai plus la date en tête, mais qui va effectivement, dans ces préambules, expliquer que c'est pas forcément un but. Mais le Code civil n'est pas là pour poser des grands principes et faire des préambules autour des lois et autour d'un objectif. Le Code civil, il pose des règles, voilà, voilà. On ne trouve pas ça dans le Code civil, on trouve ça dans les lois, et notamment la loi ESS de 2014 et certaines autres lois, notamment la loi Pacte. On va retrouver des éléments autour de l'économie sociale et solidaire et autour de l'alternative au seul but du profit, mais pas dans le Code civil.
la question du coup sur pourquoi on a sorti les SASU de ces questions-là aujourd'hui, mis de Euh, côté. alors ça, je crois que Sébastien va le traiter, mais ce que j'expliquais, c'est Ok. que Ouais, bah, comme il y a plusieurs questions sur ça, je peux peut-être le faire là en deux Oui, mots. très bien. Très bien. Et en fait, de toute façon, quand vous vous référez, effectivement, et ça a été bien dit, un peu en entonnoir, on arrive bien à la fin dans les sociétés commerciales de l'ESS sur ces trois statuts. Pour l'anecdote, c'est également enfin, c'est cohérent, hein, mais c'est également, même quand on est en forme coopérative. Alors, je pense pas qu'il y ait des gens qui soient venus à ce webinaire-là, peut-être avec cette idée-là, mais enfin bon, sait-on jamais. C'est pareil, la coopérative, c'est une coquille qu'on met autour d'une société commerciale. Et pareil, à nouveau, la question du choix entre ces trois statuts va se poser. Donc, c'est effectivement un élément important. Un élément important. Je rajoute, Gaspard m'excusera, un élément, enfin, pour poser la question, moi, quand dans une vie antérieure, on montant une société commerciale, il y a un intérêt à la SA par rapport à la SAS en plus, c'est l'appel public à l'épargne. C'est-à-dire que si on prévoit d'avoir recours à faire rentrer voilà, un grand nombre de sociétaires, et ça peut être le cas, par exemple, dans certains formats coopératifs comme les SIC, la SAS est bloquante parce que justement, la loi considère, et a raison, qu'on peut faire un peu ce qu'on veut dedans, et donc du coup, on ne voudrait pas que les gens soient victimes d'une mauvaise information. Et c'est comme ça, enfin bon, pour l'anecdote, qu'on avait choisi une forme de SA. Concernant les SASU, qui sont des SAS un peu particulières, ou même chose sur la question des auto-entrepreneurs. Alors, auto-entrepreneurs, non, enfin, pour moi, à mon sens, non, dans la mesure où de toute façon, on est sur une forme d'entreprise très particulière. Alors après, il peut y avoir, on en connaît, des auto-entrepreneurs dans le conseil ou des activités qui vont être des activités support de l'ESS, mais par contre qui ne pourront pas rentrer dans les statuts et les règles. Sur les SASU, disons que, comme ça a été dit, quand on est tout seul, alors, d'aucuns, vous me direz peut-être avec un peu d'humour que c'est des fois quand on est tout seul, la démocratie, c'est pas forcément très simple non plus, mais c'est compliqué. On va dire que c'est les règles comment dire, les règles de fonctionnement de la société vont forcément reposer sur l'unique personne qui en est actionnaire et qui la possède. Néanmoins, on peut arriver à faire des SASU ESS dans la mesure où, on va le voir après, soit déjà parce que ça peut être un dispositif transitoire, elle peut être unipersonnelle pour un temps, mais on prévoit un fonctionnement différent à l'avenir. Et donc, à ce titre-là, on peut considérer qu'on peut rentrer. Alors, généralement, faut mettre des échéances, faut préciser un peu pourquoi, mais ça peut être une raison. Et la seconde, c'est qu'on peut très bien, je vais y venir, je mords un peu sur ce que je vais raconter après, mais un des éléments essentiels, c'est le fonctionnement démocratique. Et le fonctionnement démocratique, aujourd'hui, juridiquement, je vais dire ça comme ça, on dit c'est une déconnexion entre l'apport en capital et la prise de décision. On peut très bien être l'actionnaire unique, mais avoir un mode de fonctionnement codifié par ces statuts qui est démocratique. Par exemple, en estimant que on va associer des parties prenantes à la prise de décision. On va, alors, je crois, dans une SASU, on fait des assemblées générales un peu particulières parce qu'il n'y a qu'une seule personne, mais on peut imaginer que on crée un cadre délibératif autour qui vient encadrer ou en tout cas proposer un autre schéma de fonctionnement que celui de c'est moi qui ai payé, c'est moi qui décide et c'est ma boîte à moi. Donc c'est possible, mais objectivement, ça demande un peu d'imagination. Et je me permets de rebondir, mais peut-être que Gaspard voudra préciser. Enfin, je vois une question, une coopérative autour d'une société commerciale. Oui, en fait, c'est plutôt. Moi, je trouve que ça retombe toujours, quand on regarde un peu les statuts d'entreprise, ça ressemble toujours un peu à des poupées gigognes. Et en fait, le cœur, ça va être la société commerciale. Mais après, aujourd'hui, quand vous regardez les scopes ou les SIC, par exemple, vous êtes sur des scopes SA, des SIC SAS. Enfin, la SCOP et la SIC sont des ensembles de statuts et de règles collectives de fonctionnement d'une société commerciale. En gros, on vous préécrit un certain nombre de choses, mais vous restez bien, d'un point de vue légal, dans le champ les règles qui s'appliquent aux sociétés commerciales.
en vous ajoutant les règles particulières des coopératives. Mais une coopérative est une société commerciale, entre guillemets, comme les autres, si je ne dis pas de bêtises. Pas du tout. Si Gaspard, tu veux rajouter. Je réponds juste à un point pour être très clair. Effectivement, ça rejoint vraiment le fait que la société commerciale est au centre de tous les sujets de l'ESS. Je vois la question de pourquoi les auto-entrepreneurs ne peuvent pas être de l'ESS. En fait, la loi le pose, c'est la loi 2014, c'est l'article 1 qui dit qu'on est de droit dans l'ESS, je le disais tout à l'heure, quand on est coopérative, association mutuelle. Et on peut le demander quand on est société commerciale. Or, un auto-entrepreneur n'est pas une société commerciale. Voilà, les sociétés commerciales, on les a citées, c'est ces trois cas-là, donc vous n'avez pas d'autres cas. Et comme le disait Sébastien, c'est vraiment la société commerciale, elle est au centre de tout. C'est au fond les statuts qu'on va adapter. Soit parce que la loi, parce qu'on décide d'être une coopérative et donc la loi nous impose de la manière dont on doit rédiger nos statuts, en tout cas sur certaines parties, mais en société commerciale, soit parce qu'on veut être de l'ESS et que du coup, on se fixe des règles, peut-être un peu plus souples que dans la coopérative, mais avec le même objectif. Mais c'est toujours la société commerciale qui est au centre de tout et c'est la seule qui va rentrer dans cette ESS sur demande. Merci beaucoup Gaspard pour ces précisions. Je laisse la parole à Amélie pour une dernière question avant de te redonner la parole, Sébastien. Alors, on n'est pas rentré dans qui faisait société, mais il y a quand même une question sur est-ce que l'association peut devenir l'actionnaire majoritaire d'une société? Alors, oui, mais il y a des critères. Il y a pas mal de critères, notamment sur les différentes activités. Sans dire de bêtises, je dirais oui par principe. Mais encore une fois, il y a pas mal de critères sur l'activité de la société en dessous, toujours dans la logique de la lucrativité et de la vigilance autour de la lucrativité. Donc, à vérifier si vous souhaitez aller plus loin là-dedans, à approfondir le sujet. Merci beaucoup Gaspard pour ces précisions et pour ta prise de parole. Effectivement, avec ton intervention, comme je le disais, on a bien expliqué quelles sont les sociétés commerciales de l'ESS, leurs principaux critères, etc. Mais effectivement, pour appartenir à l'ESS, il y a des attentes, des critères précis qui sont inscrits et attendus par la loi elle-même qui donc demande une certaine attention et des certains points de vigilance. Et c'est dans ce sens-là que je donne du coup la parole à Sébastien pour effectivement revenir sur chaque de ces critères d'appartenance. Merci. Alors, sur les... Ouais, voilà, et sur les slides, on est bon. Alors, du coup, moi, je vais rentrer un peu dans la dimension ESS en plus. Peut-être un petit préalable. Je le fais là, je pourrais le faire à la fin aussi. On fait le choix vous présenter les choses en essayant d'être un peu général, en s'attachant sur ce que sont les critères, les éléments particuliers, qui sont, j'anticipe peut-être un peu parce que comment certains vont réagir, mais qui sont des critères et quelque part aussi des contraintes. Ce qui est important de se dire, c'est peut-être en amont de pourquoi on fait ça, au-delà de la volonté qu'on peut avoir d'avoir une activité dans le champ de l'ESS, etc. Il faut bien comprendre que quand on fait le choix d'être une structure de l'économie sociale et solidaire, c'est vrai déjà pour les formes associatives, etc., mais c'est particulièrement vrai quand on est sur une société commerciale. On va se mettre un certain nombre de règles qu'on va voir, et en échange de ça, c'est en échange de ces règles-là de fonctionnement, qui sont à la fois des contraintes, mais j'ai envie de dire aussi qui permettent de garder une dimension peut-être plus éthique même du fonctionnement d'une entreprise. Vous allez voir, il y a des choses qui sont à mon sens plus des éléments de bon sens que des éléments d'économie sociale et solidaire. Mais c'est en contrepartie un peu de ça que vous avez accès à tout un ensemble de dispositifs. C'est-à-dire parce qu'on considère qu'en appliquant ces critères, vous allez avoir plus de difficultés à vous financer sur les marchés, à trouver des banques pour vous suivre, à trouver des investisseurs pour vous suivre, avec la principale élément étant des règles justement sur les investissements et la gouvernance démocratique qui
malheureusement, dans le monde actuel, peut des fois être perçu comme un frein. Eh ben, en contrepartie de ces difficultés, mais de ce choix que vous faites, vous allez avoir accès à tout un ensemble de dispositifs sur lesquels ce n'est pas l'objet du webinaire, mais qui sont évidemment déjà l'accès à un certain nombre d'éléments de financement dédiés, l'écosystème de la finance solidaire. Je pense que si vous avez plus de questions sur ça, on ne manque pas de webinaires et de ressources pour vous orienter vers ces acteurs qui les portent. Le plus connu, j'imagine, pour vous étant France Active. Et puis, il y a également un certain nombre d'éléments de commandes publiques, il y a également un certain nombre d'éléments de marchés qui peuvent être réservés, il y a également, mais ça serait l'objet quasiment d'un webinaire à part entière, des règles de fiscalité. Bref, il y a tout un écosystème qui va s'organiser pour venir vous appuyer sur cette question-là. Et donc, c'est aussi important, avant de commencer, là, quand je vais commencer à détailler un peu les points en disant, oh là là, mais ça fait une liste des courses un peu à la Prévert dans laquelle il faut rentrer. Et ben en fait, non, justement, oui, il y a des éléments de règles, mais c'est des règles collectives qui permettent, et ça, c'est une richesse française, qui permettent, comparé à plein d'autres pays, qu'on a un ensemble d'entreprises très clairement définies par la loi comme faisant partie de l'économie sociale et solidaire, et auquel, du coup, comme on a un ensemble de sociétés, de structures bien délimitées, eh bien on peut dessus greffer un certain nombre de dispositifs, de financement, d'aides. Alors, on peut penser qu'il n'y en a pas assez, je le pense, mais en tout cas, ça peut être c'est un périmètre sur lequel on peut travailler. Et donc, dans la loi de 2014, il y a eu effectivement le souhait, au-delà des statuts historiques qui sont des sociétés, enfin j'ai peur d'utiliser les mauvais termes, des sociétés de personnes qui du coup mettaient en avant, donc c'est le cas des associations, des mutuelles et des coopératives, où c'est vraiment les personnes qui ont le pouvoir et pas les actionnaires. On a fait le choix de dire, en fait, cette règle, elle n'a pas à être réservée uniquement à ces statuts-là, on peut l'ouvrir à des sociétés commerciales qui respecteraient un certain nombre de critères. Et donc, c'est le décret du 13 juillet 2015 qui précise ce que c'est qu'une société commerciale de l'économie sociale et solidaire. Et moi, je vais simplifier en disant il y a 3 éléments principaux. Donc, vous avez 4 mentions, mais il y en a 3 principaux. C'est un objet social poursuivant une utilité sociale à titre principal, une gouvernance démocratique, et ensuite un certain nombre de règles de gestion. Je vais faire ça dans ce package-là, et on va revenir sur ce que sont ces règles de gestion. Lorsque vous, alors sauf si vous avez créé vos sociétés il y a quelques temps, où ça n'existait pas encore, normalement maintenant, la manière dont ça se met en place, c'est ces mentions, ces 4 éléments-là, sont vérifiés lorsque vous allez vous enregistrer auprès du greffe du tribunal de commerce, et vous allez pouvoir cocher entreprise de l'ESS, et normalement, ça déclenche un contrôle que vous avez bien respecté ces éléments-là. Et ça permet après que ça soit visible sur le CABIS. Et une fois que c'est visible sur le CABIS, ça va vous permettre, pour ceux qui le souhaitent, ce n'est pas l'objet là, mais potentiellement après d'aller chercher des agréments comme l'agrément ESUS, ou lors d'un marché, ou lors de quelque chose, ou même un appel à projet que peut avoir une collectivité, ou un programme d'accompagnement. On va vous demander du coup c'est ce CABIS-là qu'on va vous demander comme preuve, entre guillemets, bien souvent, de ce que vous faites. Je précise sur toutes ces règles, on va essayer de présenter quelques éléments clairs, mais on va y revenir à la fin. Il y a un intérêt qu'à m'être un peu accompagné sur certains aspects, parce que quand on parle de gouvernance démocratique, il y a plein de manières de faire mettre en place une gouvernance démocratique. Je prends que cet exemple-là. Et il est évident que la personne qui est au greffe, si vous avez été un peu imaginatif, potentiellement, c'est pas dit qu'elle comprenne ou qu'elle retrouve tout de suite ses petits, et vous avez pu avoir une idée, il y a un mode de gouvernance très démocratique absolument fascinant, mais les huissiers en charge au greffe ne sont pas forcément familiers de nos questions, et des fois ils peuvent être un peu décontenancés, et donc encore une fois on va y revenir à la fin, mais c'est important d'être accompagné sur ces éléments. Alors, premier aspect, je m'excuse pour ces propos liminaires un peu longs, mais ça me paraît... Inami et Nora, vous voyez que je travaille. Est-ce que vous pouvez couper votre micro? Je ne peux pas le faire en partageant l'écran. Si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît.
Ensuite, pour rentrer du coup dans le vif du sujet, on va commencer sur le premier point, donc, qui est l'objet social. Alors, ça a été un peu dit tout à l'heure, l'objet social, c'est quelque chose de classique, d'attendu dans l'ensemble des sociétés. Il y a une petite particularité, c'est que pour les sociétés commerciales de l'ESS, on leur demande également, en vertu de l'article 2, de se définir, de s'inscrire, on va dire, dans l'utilité sociale. Alors, l'utilité sociale, c'est toujours un terme un peu, on va dire, qui peut avoir un peu barbare, mais c'est de montrer comment son activité agit dans un certain nombre de domaines et concourt on va dire, à améliorer un certain nombre. Là, vous avez en dessous les formulations, hein, de toute façon, je peux juste les reprendre telles quelles, mais c'est-à-dire qu'en gros, vous avez l'idée d'avoir une utilité sociale, enfin, généralement, il faut que c'est des critères cumulatifs, mais donc à la fois sur des thèmes particuliers. Donc là, vous avez la liste, mais c'est le développement durable, la promotion des activités culturelles, la solidarité internationale, etc., etc. Et puis, vous avez la manière de le faire, c'est-à-dire en contribuant à l'égalité, à l'inclusion, à la réduction d'un certain nombre de fractures, égalité femmes-hommes, citoyenneté, etc., etc. Donc, en fait, vous avez à la fois un objet et à la fois un mode de faire. Mais vous voyez bien qu'on est sur des choses assez générales. Et comme on parle généralement de choses qui font entre 2 et 3 paragraphes maximum dans vos statuts, généralement, l'objet social, et il va reprendre les éléments d'utilité sociale assez par nature. Genre, si jamais vous n'aviez pas la volonté de travailler sur ces questions-là, généralement, vous ne seriez pas en train de vous embêter à vous poser est-ce que je suis de l'ESS ou pas. Donc, du coup, mon principal conseil, ça va être surtout de bien regarder comment c'est rédigé dans la loi et de reprendre ces formulations-là pour vous éviter ultérieurement de devoir vous justifier sur des formulations. C'est-à-dire, autant je ne peux que vous inviter à être très créatif des fois sur les éléments de démocratie, de trouver quelque chose qui correspond à votre fonctionnement, autant sur l'utilité sociale, référez-vous aux différents éléments qui sont présentés. Quelques points de vigilance du coup qui découlent un peu de ça. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être sur la slide d'après. Donc, aujourd'hui, comme justement je disais, l'utilité sociale, c'est assez peu précis, donc référez-vous à ce qui existe déjà. Encore une fois, regardez ce qui est sur l'article 2 de la loi, déjà vous avez une bonne base. Important, et notamment par rapport au débat qu'on a un peu en ce moment des fois sur, désolé pour l'anglicisme, mais le for impact ou le with impact. Pour le coup, dans l'économie sociale et solidaire, c'est du for impact, c'est-à-dire que c'est pas de la RSE, c'est-à-dire que c'est l'objet principal de votre structure. Vous pouvez après, pour équilibrer un modèle économique, avoir différents leviers qui vont avoir une action plus ou moins importante en lien avec votre utilité sociale, mais l'objet, la raison pour laquelle vous créez la société, doit être centré autour de la notion d'utilité sociale que vous choisissez. Sur les désolé, je regardais le chat en même temps, pardon. Sur les éléments, donc évidemment, ça doit être des éléments qui sont donc il y a les 4 objectifs qu'on a vus sur l'élément d'avant. Il faut que la structure soit également dans un certain nombre d'autres critères. En fait, le plus simple, vraiment, je vais pas paraphraser le truc, donc je vous invite vraiment à regarder. Vous allez voir qu'il y a ces différents critères. Sachez qu'il faut qu'ils soient cumulatifs. Et donc on appelle ça, dans la rédaction, soyez attentifs à reprendre bien ces éléments-là. Pour moi, l'autre point de vigilance qui est assez important, c'est les 2 éléments d'après. C'est comment on l'objective. Par exemple, si vous êtes sur un objet qui va être autour de... vous allez faire un métier relativement classique, mais qui va avoir comme but l'encapacitation des femmes, par exemple. Prendre cet exemple-là. Il va falloir être capable d'apporter une preuve que c'est bien l'objet central. C'est-à-dire que on peut pas, vous allez pas, il faut que ça soit, j'aime pas le terme objectif parce que c'est jamais complètement vrai, mais un des éléments les plus tangibles, c'est par exemple les comptes.
C'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez, il faudra, notamment si vous allez vers un agrément ESUS où il y a des contrôles qui peuvent être un peu plus précis, notamment a posteriori, il va falloir que vous apportiez la preuve que votre utilité sociale, l'impact que vous allez chercher à avoir, il a une conséquence durable sur votre modèle économique. C'est-à-dire que c'est pas simplement, si je reprends mon exemple, oui, bah, moi, je vais faire attention à ce que les femmes soient bien traitées dans mon projet. Bon, j'ai envie de dire, a priori, c'est mieux dans tous les cas, mais il va falloir que vous arriviez à montrer comment est-ce que c'est bien l'activité principale que vous avez. Et donc, il va falloir le montrer soit par l'objet, donc ça, après, c'est ce qu'on a vu, c'est ce que vous allez écrire et sur lequel il va falloir pouvoir le montrer. Et dans le montrer, il va falloir du coup que ça soit tangible, par exemple, sur les rapports d'activité, mais également sur les comptes. Alors du coup, avec mon exemple, je suis un peu coincé, mais l'idée, c'est de montrer comment est-ce que, par exemple, si vous travaillez sur des personnes en précarité, on va dire ça comme ça, vous montriez, par exemple, que la contribution des gens que vous allez accompagner dans les comptes, elle est marginale. C'est-à-dire, bah, vous voyez, je vais apporter, par exemple, une prestation de haute qualité à des gens qui n'ont pas les moyens de se la payer. Je prends un exemple un peu caricatural, mais ça montre comment est-ce que enfin, comment l'utilité sociale, l'objet social et l'utilité sociale qu'on a défini impacte le modèle économique. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Les comptes, je dis ça parce que c'est souvent ça qui est demandé. Montrez-le dans vos comptes. Mais vous pouvez trouver d'autres éléments qui vont être de cette même nature, c'est-à-dire des choses assez formelles qui vont montrer que cette utilité sociale, elle a une conséquence directe sur votre modèle économique. J'avance. Gouvernance participative et démocratique. Donc là, vous avez le socle sur lequel on s'appuie. Donc la gouvernance démocratique, elle est définie et organisée par les statuts. C'est important. L'information, la participation n'est pas liée seulement à l'apport en capital. Donc, c'est cette fameuse déconnexion que j'expliquais un peu tout à l'heure entre l'apport en capital et la prise de décision. Et puis, du coup, ça doit être, vous avez en dessous le décret de 2015 qui précise vraiment que ça doit être assez précis sur comment cela fonctionne. Grosso modo, vous ne pouvez pas dire, je fais un comité et basta. C'est-à-dire que les statuts doivent montrer ce comité qui y a dedans, comment ils sont désignés, quels sont ses pouvoirs. Parce que c'est sur cette base-là qu'on peut juger s'il y a oui ou non une déconnexion avec l'apport en capital. Grosso modo, si vous avez un comité qui réunit, je sais pas moi, les fondateurs et puis des salariés qu'ils aiment bien, sans préciser trop comment, et qui rend un avis une fois par an sur ce qui se passe dans la boîte, c'est super, mais ça s'appelle une société à mission, en fait. Ça ne s'appelle pas une structure de l'économie sociale et solidaire. Ça peut être un mode de fonctionnement qui n'est pas inintéressant, mais ça ne permet pas de rentrer dans le critère d'un fonctionnement démocratique. Il faut que vous puissiez vous doter de règles. Alors, il y en a plein, et je vais du coup évidemment pas les détailler, c'est que je disais, c'est après chacun un peu son imagination. Il y en a des très simples. On a vu, nous, par exemple, des fois des statuts de société commerciale où les gens disent, bah voilà, on est 5 associés avec des apports en capital divers, mais toutes les décisions sont prises sur la base de dès qu'on a une part sociale, on a les mêmes voix. Bon, bah voilà, c'est une manière de faire, c'est possible, ça permet de déconnecter l'apport en capital des gens avec, on se rapproche un peu d'un modèle de scope, et donc pas de difficulté. Ça peut être avec des comités dédiés, mais auxquels, encore une fois, il va falloir préciser quelles sont leurs compétences. Est-ce qu'ils peuvent censurer des décisions de la direction générale? Est-ce qu'ils peuvent, moi j'ai en tête des gens qui avaient dit, par exemple, c'est ce comité qui fait l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Donc s'il y a des sujets qu'ils ne veulent pas avoir, ils peuvent le bloquer. Enfin bref, il y a plein de manières de faire, mais en tout cas, retenez bien qu'il faut que ça soit défini, organisé par les statuts, et que ça vienne apporter une déconnexion. Un des moyens le plus simples, notamment si vous êtes en société anonyme, par exemple, c'est d'avoir un conseil d'administration auquel vous allez mettre un nombre de sièges qui n'est pas lié directement aux investisseurs. Et donc, ça peut être des salariés, ça peut même être des ONG de référence. Quand vous travaillez sur certains domaines, il y a peut-être des ONG ou des associations qui font un travail dont
Donc vous êtes tout à fait intéressé et vous dites, bah, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord pour venir vérifier que je reste bien dans mon objet social de mandater quelqu'un dans mon conseil d'administration voilà, pour éclairer un peu notre débat et vérifier qu'on reste conforme à notre objet. Donc, le gouvernance participative, c'est extrêmement large, mais c'est un élément qui est, pour le coup, la loi et le décret le précise, il faut être assez détaillé. C'est pas juste, je vais faire fonctionner ma boîte avec un mécanisme participatif. Il faut le détailler, il faut l'expliciter. Et encore une fois, souvenez-vous que les statuts sont publics, donc c'est aussi important pour les gens, l'environnement avec lequel vous allez travailler, qu'ils puissent voir aussi comment tout ça s'organise de manière générale. Sur la slide suivante, là on arrive sur les règles de gestion. Alors les règles de gestion, je vais passer un peu vite parce qu'en fait, en vrai, c'est typiquement sur ces éléments-là où vous allez aussi, vous allez trouver des ressources assez précises. Et en plus, j'aurais pu, bon, on aura peut-être des questions sur ces éléments-là. Il y en a une, je disais tout à l'heure, c'est presque du bon sens, mais c'est le fait que 50% des bénéfices doivent être. Ce que dit la loi, c'est simple, c'est les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou développement de l'activité de l'entreprise. Voilà. Donc, il y a plein de manières de le faire. Ça peut être de la mise en réserve, ça peut être de la réserve statutaire, enfin tout ce qui est mis, hein, même du fonds de développement, un bas de laine qu'on garde pour un projet où on se dit bah, sur plusieurs années, je vais mettre de l'argent de côté pour ça, avec des fonds dédiés. Etc., etc. Et donc, en gros, vous avez comme ça un mécanisme qui fait que sur les bénéfices que vous avez, ils doivent majoritairement devoir être investis. Ça fait partie des éléments, quand je vous disais, les comptes sont importants, notamment si vous allez, je prends l'exemple de l'agrément ESUS, on vous demande les comptes des 3 ou 5 dernières années. 3 ans pour l'avoir et 5 ans si vous le redemandez au bout de 5 ans. Et en fait, c'est ça qu'on va regarder dans les comptes. Parce que c'est pas moi qui vais le regarder, ce que la DRIEDS va regarder, c'est-à-dire, est-ce que vous avez respecté ces règles de gestion? Donc, dans le comptable ou le commissaire aux comptes que vous avez, pensez bien à lui dire, attention, il doit y avoir ces éléments-là et ça doit être lisible. Parce que des fois, notamment si le comptable, c'est un pote de promo, vous allez avoir des gens qui vont vous faire des trucs carrés, mais qui vont pas penser que ça doit pouvoir être lu par des gens qui objectivement sont pas comptables. On parle de gens qui sont des fonctionnaires de l'État, qui ont plein de compétences, mais pas toujours celles de lire des comptes avec beaucoup de subtilité. Donc il faut pas être subtil. Il faut que ces règles-là, elles soient très claires, demander des lignes. C'est pour ça que la mise sur des fonds dédiés, par exemple, des choses comme ça, des choses qui sont faciles à lire, ça peut être des mécanismes qui vont rendre cette règle de gestion-là en particulier extrêmement lisible. La loi, on l'a vu, elle impose juste ça. Après, vous avez un certain nombre de règles en plus que vous pouvez vous donner. Vous pouvez mettre, on a vu des statuts où les gens disent 100% est mis en réserve. Voilà. Bon, bah là, comme ça, c'est très clair, c'est écrit dans les statuts, il n'y a pas de débat, etc. Mais il peut y avoir un truc en disant, bah, il y a 50%, après, il y a 20% qui va automatiquement en prime. Enfin bref, il y a plein de règles sur les bénéfices que vous pouvez vous fixer, qui ont le droit d'être plus ambitieuses que celles qui sont là, mais pour le moment, la loi ne précise que celle-là. Et après, si vous êtes sur des statuts plus particuliers, je parlais tout à l'heure de SCOP ou de SIC, là, vous allez avoir des règles en plus. Il y a des règles propres à ces statuts-là qui vont vous contraindre, mais bon, là, on va rester centré sur les sociétés commerciales qui ne sont pas coopératives. Les bonnets de liquidation, en fait, c'est assez simple. C'est exactement comme dans une association. Vous le savez, j'imagine, quand vous êtes dans une association et que l'association arrête ses activités, vous n'avez pas le droit de partager ce qui reste sur le compte en banque entre le bureau de l'association, ou ça peut pas aller dans la poche de la présidence de l'association. Et ben, c'est pareil pour une société commerciale de l'ESS. En cas de liquidation, ça doit être dévolu à une entreprise d'économie sociale et solidaire qui poursuit un peu les mêmes objectifs. Voilà. Et puis ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que j'ai déjà explosé le temps, et puis qu'en plus ça, c'est assez rébarbatif. Il y a des règles de gestion sur l'interdiction d'amortissement de réduction du capital. Mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail. De toute façon, ces slides vont vous être envoyés. Et notez bien que sur les règles de gestion, j'ai insisté sur
les réserves avant, enfin l'impartagibilité, c'est pas évident à dire, des réserves, le fait qu'on ne peut pas se partager le gâteau s'il en reste à la fin, et puis les éléments de réinvestissement dans la société, parce que ça, c'est des choses qui sont assez explicites dans les statuts et que vous devez rendre encore plus explicites dans vos comptes. Autant ces règles-là, vous les filez à votre comptable et puis vous lui dites de suivre ça, mais il n'y a pas d'éléments directs, toujours extrêmement visibles dans les statuts. Il faudra que vous repreniez les dispositions qui sont inscrites ici. Merci beaucoup, Sébastien. On est très bien au niveau timing. Tu n'as pas du tout explosé le temps. Effectivement, il y a une ou deux questions, il me semble, dans le chat. S'il y en avait aussi que vous n'avez pas posé dans le chat, vous pouvez tout à fait ouvrir votre micro avant de donner la parole aux deux structures qui vont témoigner leur expérience. On a tout à fait le temps pour revenir sur des interrogations concernant l'intervention de Sébastien. Alors, on a une question finalement qui porte sur de bien comprendre peut-être quelle est la différence entre une association et une société commerciale de l'économie sociale et solidaire, comme on vient de le voir. Je ne sais pas, Sébastien, si tu peux répondre. En fait, grossièrement, bien sûr, après, sans rentrer dans trop de spécificité, mais en tout cas que le schéma soit assez clair. En fait, une association, l'OM 1901 ou une ESAS, je veux dire, c'est un peu pareil, on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, les statuts sont extrêmement libres. Donc, pour moi, c'est pas tellement de ce côté-là qu'on va le trouver. Par contre, je lisais sur le côté rémunération, etc. Alors, dans une société commerciale, disons que le recours au bénévolat est compliqué. Parce que très vite, ça s'appelle du travail déguisé, en fait. Voilà, ça clairement, si jamais votre modèle économique repose en partie sur du bénévolat, la forme, moi je conseillerais pas une société commerciale parce que vraiment, vous prenez le risque à un moment ou à un autre qu'il y ait un bénévole pas content qui vous colle un procès et qui a de fortes chances de gagner. Voilà. On a des exemples de bénévolat dans les coopératives quand les gens sont sociétaires. Dans les SIC, ça peut arriver. Si vous êtes, pour certaines, dans des supermarchés coopératifs, le fait qu'on vous demande de venir tenir la caisse, c'est parce que vous êtes sociétaire. Voilà. Donc, il y a quelques règles, mais sur une société commerciale de l'ESS classique, clairement, c'est le recours au bénévolat est forcément déconseillé. Ensuite, sur les appels à projets, subventions, etc. Alors, une société commerciale peut avoir des subventions, comme une association peut avoir une activité commerciale. Donc, par contre, la question, c'est dans quelle proportion. Et aussi une question d'écosystème. Pour faire très vite, vous avez des domaines sur lesquels, qui sont très associatifs, et si vous vous pointez avec une société commerciale, vous risquez d'avoir des gens qui ne vont pas le comprendre en face. Quand par exemple vous travaillez dans le milieu vous voulez travailler avec un projet dans l'éducation et que votre but c'est par exemple de pouvoir intervenir dans les lycées, si vous êtes une société commerciale, clairement ça ne marchera pas. Parce que il y aura, donc c'est aussi une question de quel est l'écosystème avec lequel vous travaillez. Et sur les appels à projets, les subventions, de plus en plus maintenant, alors vous avez toujours des gens des collectivités qui font des appels à projets associatifs, et tant mieux d'ailleurs, mais de plus en plus maintenant, vous avez des choses ESS, et donc clairement, vous demanderez le CABIS pour vous permettre de vous positionner dessus. Moi, généralement, quand on est dans des jurys ou qu'on voit passer des choses, j'ai envie de dire maintenant, il y a toujours une majorité d'associations, mais les sociétés commerciales de l'ESS sont plutôt comprises et généralement couvertes par ces types d'éléments. Si je regarde la question, il y a une question sur je pense qu'on peut le capital social. Plus ou moins les deux questions aussi. Sur l'interdiction d'amortissement, je ne sais pas si on revient complètement, mais en tout cas, il y a aussi cette idée-là du capital social. Je pense que ça peut être intéressant de comprendre aussi cette mécanique-là qui différencie les sociétés commerciales de l'ESS des sociétés commerciales classiques. Ouais. Alors, en gros, là, on va rentrer sur un truc un petit peu technique et sur lequel je vais dire y compris, je vais m'arrêter à des éléments sur lesquels je suis sûr. Et s'il y a des questions plus précises, potentiellement, je passerai mon tour. Mais grosso modo, la règle, elle est
on peut récupérer le capital social à la hauteur de ce qu'on a investi. C'est-à-dire que on parle bien du boni de liquidation. Donc, vous avez investi, le capital était de 100, vous-même avez mis 30 dedans, l'activité s'arrête, il reste 120 sur le compte, grosso modo, vous récupérez vos 30. Mais bon, parce que c'est ce que vous avez investi, vous le récupérez. La question, c'est sur les 20. C'est le boni liquidation sur ce qui reste à la fin en plus, soit parce que c'est sur les comptes, soit parce qu'il y a la vente des actifs. Et donc, ça génère un revenu supplémentaire. Donc, on est bien sur ça. Il est même possible de récupérer plus d'argent que ce qu'on a mis, parce qu'on a investi quelque chose et on a pu procéder à des valorisations, à des augmentations en versant au capital social un certain nombre d'éléments. Par exemple, donc, si vous pouvez dire, je vais mettre tant en rémunération des actionnaires, par contre, je vais leur demander d'en laisser tant dans la structure. Donc ça, c'est des règles que vous pouvez faire et qui vont faire que vous aviez investi 30 au départ, et puis 10 ans plus tard, il y a 40. Mais vous avez 30 sur 100 et vous avez 40 sur 200, par exemple. Et donc, dans ces cas-là, tant que c'est fait, tant que ça correspond à la valeur de votre part, au moment où vous le récupérez en partant, vous le récupérez en partant. Attention sur justement cette augmentation, le fait que vous pouvez augmenter la part, et évidemment, elle est encadrée. On ne peut pas, dans une structure de l'ESS, dire je vais verser 80% des bénéfices en augmentation des parts des actionnaires. Vous avez un certain nombre de règles. Et là, du coup, je sais comment ça fonctionnait, moi, dans les structures dans lesquelles j'étais, mais je n'aurais pas dire de bêtises. Donc, grosso modo, vous avez des règles assez précises sur le taux que vous pouvez avoir. Ça fait partie des contreparties qui sont aussi des protections. C'est-à-dire que quand quelqu'un, un fonds extérieur ou un investisseur extérieur investit dans une structure commerciale de l'ESS, de facto, vous pouvez limiter l'argent qui va ponctionner dessus. Ça veut dire, oui, mais moi, mes règles de gestion que m'impose la loi, c'est celle-ci. Donc, je ne sais plus si c'est encore le cas. Pendant un temps, c'était TMO plus 5, donc le taux moyen des obligations plus 5 points. Donc, ça veut dire que si quelqu'un investit, vous dites, tu m'investis, tu me verses, tu investis 100 chez moi, sache que tu ne pourras pas récupérer plus que le taux moyen des obligations plus 5 points. Donc, ça peut faire 6-7% grand max en ce moment. Voilà, je ne peux pas te rémunérer au-delà. Donc, si tu me demandes 10% de retour, la réponse, c'est non. Voilà. Donc, c'est aussi une protection pour la structure de l'ESS que d'avoir des règles de cette nature-là sur ce qu'on peut extraire en termes de rémunération du capital d'une société commerciale de l'ESS. Donc là, on est vraiment sur des règles de gestion sur lesquelles il faudra que vous, dans le travail d'écriture des statuts, sont pas toujours... Soit vous mettez des règles extrêmement claires, 100% réinvestis, pas de rémunération du tout. Enfin bref, après, c'est à vous qui voyez, donc vous pouvez l'expliciter. Et sinon, vous avez tout un ensemble de règles qu'il va falloir que vous incluiez dans vos statuts. Merci beaucoup, Sébastien. Je pense qu'on a pris toutes les questions qui étaient pour le moment dans le chat. De toute façon, comme on disait tout à l'heure, il y aura aussi un moment à la fin du webinaire s'il y a encore des questions. À la suite, effectivement, de cette première partie du webinaire pendant laquelle Gaspard et Sébastien ont vraiment expliqué et ils sont revenus sur les attendus par la loi. Sur une deuxième partie, on souhaitait aussi donner la parole du coup à des structures commerciales de l'ESS avec deux témoignages, deux cas différents. Murphy, donc, qui a décidé de changer et apporter des modifications très poussées dans leur statut pour devenir de l'économie sociale et solidaire dans une phase de développement, et Sofu qui a décidé de inscrire son appartenance à l'ESS dès le départ, du coup, de l'origine du projet. Du coup, deux processus et deux pratiques qui ne sont pas du tout les mêmes, et donc dans laquelle vous aussi, vous pouvez vous retrouver. Du coup, je laisserai la parole bien à Guy pour nous partager du coup l'expérience de Murphy sur le changement des statuts. Merci beaucoup, Cécilia. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce matin. Donc moi, je m'appelle Guy, je suis un des fondateurs et CEO de Murphy, une entreprise de réparation d'électroménager. Je ne sais pas si tout le monde nous connaît, mais nous, on fait à la fois de la réparation et du reconditionnement. Notre mission, c'est de réduire l'impact des déchets électroménagers qu'on produit chaque année.
en créant de l'emploi local, qualifié, non délocalisable. Et notre ambition, c'est de le faire à grande échelle. Et pour nous, tous les mots là-dedans sont hyper importants. Et cette mission, on la poursuit depuis la création de l'entreprise. Donc, on a évidemment une mission de réduction, enfin, en tout cas de réduction des émissions CO2 liées à la production d'appareils neufs, qui est assez évidente et en général, on est plutôt connu pour ça. Mais on a aussi une mission sociale qui est hyper importante puisque tous nos techniciens sont des salariés de l'entreprise qu'on a formés en reconversion professionnelle. Donc, les deux tiers des techniciens qu'on forme sont des profils qui ont entre 30 et 40 ans, qui sont infra 4. Donc, ça veut dire qu'ils ont à peine leur niveau de diplôme maximum, c'est le bac, et qui vont se reconvertir sur un nouveau métier plein d'avenir et de promesses qui est celui de la réparation. Donc, on a formé 200 techniciens ces 2 dernières années et on va en former 400 dans les 2 prochaines. Donc, avec une grosse mission sociale. Enfin, la société, elle existe depuis 5 ans. Aujourd'hui, on a 300 salariés dans l'entreprise et on recrute à peu près une quinzaine de personnes par mois en ce moment. On a fait le choix pendant les 5 premières années de vie de l'entreprise, de ne pas trop se préoccuper justement d'intégrer dans nos statuts euh, notre appartenance à l'ESS parce que c'était quelque chose euh, qui était lié à notre mission, à nous, à nos valeurs, aux valeurs des gens qu'on a recrutés. Donc, on n'avait pas forcément besoin de l'écrire pour que ce soit vrai. Maintenant, l'entreprise, elle a beaucoup grandi. On a maintenant quasiment 2 tiers du capital qui appartient à des investisseurs financiers, qui sont des investisseurs qui viennent du monde de l'impact, mais ça reste quand même des investisseurs financiers. Et donc, ça devient de plus en plus important d'écrire dans tous les documents qui régissent la gouvernance de l'entreprise notre appartenance à l'ESS et pour faire en sorte que demain, il ne puisse pas y avoir de conflit qui pourrait nous faire dévier de notre mission. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait en fin d'année dernière. On a eu plusieurs allers-retours. Ça a été assez compliqué d'avoir des statuts qui étaient parfaitement en adéquation avec la loi. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ce que nous, on avait envie de faire et en même temps un aspect juridique et technique qui est assez difficile à comprendre au départ. Donc, on a été accompagné par la CRES qui nous a aidé justement à comprendre quels sont les points sur lesquels il fallait qu'on travaille. Et ça s'est hyper bien passé, puisque depuis le mois de mai maintenant, nous appartenons complètement à l'ESS et nous venons de déposer un dossier pour devenir ESUS, qui est finalement un dossier qui était moins engageant que ce qu'on a pu mettre dans nos statuts. Je pense que ce qui est très important, en tout cas, ce qui a été très important pour nous, et peut-être la recommandation que je donne, enfin, que je pourrais donner liée à notre expérience, c'est pour être de l'ESS, il faut surtout être extrêmement sincère dans notre démarche et dans ce qu'on construit, et que ce soit quelque chose qui soit tout le temps et toujours partagé avec l'ensemble des salariés, des actionnaires, des clients de l'entreprise. Parce que finalement, si on n'est pas sincère, ça va finir par se voir. Et en fait, à un moment donné, on va être bloqué parce que quand on va vouloir mettre en place une gouvernance démocratique, on va se dire, ah ouais, mais en fait, on n'est pas hyper sincère. Et du coup, est-ce que ce truc-là, c'est quelque chose qui va pouvoir être pérennisé dans le temps? Ben voilà, la gouvernance démocratique, c'est quelque chose qui est à partir du moment où on est sincère dans notre démarche et à l'aise pour finalement confier notre mission à d'autres gens, en tout cas la garantie que notre mission sera exécutée avec beaucoup de sincérité, je pense que c'est quelque chose qui est très important et qui fait à la fin beaucoup de bien à l'entreprise, aux salariés et à l'ensemble des actionnaires. Euh, je ne sais pas si j'ai d'autres éléments à vous partager, mais peut-être je peux prendre des questions.
Effectivement, il y a une question dans le chat. Comment vous vous êtes organisé concrètement, du coup, sur la gouvernance démocratique? Effectivement, quand on a échangé avec Sarah pour ton intervention, effectivement, les changements sont arrivés aussi dans un moment de grand développement de l'entreprise. Du coup, ça correspondait aussi à un moment de vie de la structure. Elle était prête, de ce que j'ai pu comprendre, mais qu'effectivement, il y a eu aussi un processus en interne pour finaliser et poser effectivement le cadre pour mettre en place une démocratie participative. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes allé assez loin, je dirais, dans les règles de démocratie participative, mais je vous laisse la parole. Ouais. Alors concrètement, pour notre gouvernance démocratique, donc on a aujourd'hui la gouvernance de l'entreprise, elle était jusqu'à présent gérée par un comité stratégique dans lequel on va retrouver les dirigeants de l'entreprise et des investisseurs financiers. Et donc ce comité stratégique, il avait le pouvoir de valider les budgets, enfin, prendre plein de décisions sur l'entreprise. Et à côté de ce comité stratégique, on a mis en place un comité ESS qui est composé de deux dirigeants, de deux salariés élus de l'entreprise. Et ensuite, donc ces deux dirigeants et deux salariés choisissent deux représentants de parties prenantes externes. Donc à la fin, il y a 6 membres de ce comité ESS. Et ce comité ESS, il a le pouvoir de censurer des décisions qui sont prises par les dirigeants ou les actionnaires concernant la mission de l'entreprise. Donc à partir du moment où on va prendre une décision, par exemple, on va définir notre budget, tout un tas de choses comme ça engage la mission de l'entreprise. Et donc, ces votes-là vont pouvoir être censurés par le comité ESS. Donc, c'est hyper engageant au sens où ça nécessite d'être certain qu'on va servir notre mission avec sincérité. Parce que si on ne le fait pas, en fait, on va se retrouver dans une impasse de gouvernance qui fait que la société va être bloquée. Par contre, c'est extrêmement fort parce que d'engager les salariés, les partenaires externes et les dirigeants dans une réflexion commune sur comment est-ce qu'on sert mieux notre mission et comment est-ce on développe notre utilité sociale en même temps que l'activité économique de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui crée beaucoup d'externalités positives. Et donc, il y avait une autre question sur les points de vigilance par rapport à la gouvernance participative. Je pense que les, euh, un point qui est vraiment important, c'est que, enfin, et je trouve que c'est ce qui fait la différence entre des ESS sincères et parce que finalement, quand on est ESS, on a des devoirs sur notre utilité sociale, mais on a aussi des droits. On a accès à du financement, on a accès par exemple, dans l'économie, quand on travaille dans l'économie circulaire, on a accès à du gisement d'appareils à reconditionner, enfin des choses comme ça. Et ces droits, ils viennent avec ces devoirs. Et donc, on a aussi besoin de se protéger, les ESS qui sont sincères, de se protéger contre les organisations qui ne le seraient pas vraiment. Et donc, finalement, cette gouvernance participative, c'est une preuve de notre sincérité. Et ça aide beaucoup à ce que ça se sache aussi, que ce soit pas juste un truc vécu en interne. Et les points de vigilance, ouais, il faut vraiment faire attention à ce que toutes les parties prenantes de l'entreprise soient sincères dans le fait de servir leur mission, et en particulier les actionnaires qui pourraient avoir un intérêt financier un peu différent de celui de l'utilité sociale de l'entreprise. Merci beaucoup, Guy. En vous écoutant sur cette réponse, j'ai une question moi aussi du coup à vous poser. Est-ce que du coup, pour vous assurer de la sincérité éventuellement des nouvelles parties prenantes ou des nouveaux actionnaires, est-ce que vous avez par exemple quelque chose que vous faites signer à vos nouveaux partenaires ou vos nouveaux actionnaires, justement qui puissent entre guillemets garantir un petit peu la sincérité ou voilà, c'est pas le cas? Alors, comment est-ce qu'on fait pour que, si je reformule la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que
tout nouvel actionnaire, on puisse garantir sa sincérité, c'est ça? Oui, si vous avez une méthode précise, un peu de filtre, enfin, un interne, ou justement pour identifier qu'il y a vraiment cette approche et cette aussi volonté sincère, effectivement, de faire partie d'une structure de l'économie sociale et solidaire, comme vous disiez, avec des droits, mais aussi des devoirs. Oui, je pense que pour évaluer la sincérité des actionnaires, déjà, quand on leur parle de gouvernance participative, il faut voir s'ils sautent au plafond. S'ils sautent au plafond, c'est qu'en général, il y a quand même quelque chose qui est un peu, qui est pas forcément extrêmement sincère. Ensuite, en général, quand on est une nouvelle société qui est assez jeune, on ne peut pas se permettre d'avoir un conflit avec son actionnaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est très important que dès le départ, on définisse un cadre qui est un cadre qui va être pour partie juridique, mais qui doit aussi être un accord moral. Et donc, voilà, nous, en tant que dirigeants, on a toujours dit que servir notre mission, c'était notre priorité principale, qu'on pensait que en servant au mieux notre mission, on allait favoriser le développement de l'entreprise et que en tant que dirigeant, on n'irait jamais à l'encontre de la mission et qu'on préférait tout perdre plutôt que d'aller à l'encontre de ces valeurs-là et de cette mission. Et donc ça, c'est des choses qui tout de suite font que l'actionnaire en face, il sait à quoi s'attendre et que le jour où il y a un débat, il comprendra notre position et il saura qu'il avait été prévenu en tout cas. Donc ça, c'est vraiment important de tout de suite s'engager, de montrer beaucoup de sincérité, mais dès les premières discussions qu'on a avec eux. Et après, on a peut-être dans les trucs sur lesquels on s'était accordé, je pense au tout premier actionnaire qu'on avait fait entrer, qui s'appelle Investir et Plus, qui est un fonds aux entreprises de l'impact. On avait inscrit dans notre pacte d'actionnaires que si la société avait plus de 80% de son activité qui ne visait pas à réduire l'impact des déchets électroménagers, alors on était en droit de sortir notre actionnaire Mm. euh, et lui était en droit aussi d'exiger une sortie immédiate de l'entreprise. Donc ça, c'est le genre de truc qui, tout de suite, ça montre qu'on est aligné sur pourquoi on le fait, pourquoi on est là et pourquoi est-ce qu'on s'associe ensemble. Après, faut aussi, faut pas tout confondre parce que une entreprise, c'est composé du capital et donc des actionnaires, mais c'est aussi composé de gens qui y travaillent. Et en fait, les actionnaires, ils possèdent pas les gens, quoi. Ils possèdent le capital, les actions de la société, le capital financier, mais ils possèdent pas forcément le capital humain. Et donc, d'un côté, il faut effectivement s'assurer de bien travailler sur le capital financier pour s'assurer d'avoir des actionnaires alignés avec la mission, les valeurs de l'entreprise et la manière de le développer. Et il faut aussi le faire avec les salariés en faisant vraiment attention à ce que chaque personne qu'on recrute soit alignée avec cette mission, avec les valeurs. Et c'est ça à la fin qui construit quelque chose d'extrêmement solide. Et c'est aussi un gros contre-pouvoir aux actionnaires parce que si demain, pour prendre notre exemple, si demain on avait un actionnariat qui avait décidé je sais pas, d'aller développer une industrie sur laquelle on n'est pas à l'aise, en fait, même les salariés ne seraient pas à l'aise et ils ne le feraient pas. Et donc, à la fin, ça donne une entreprise qui ne marche pas, qui marche pas. Donc, ça, c'est quand même très important de travailler à la fois le capital financier et le capital social, le capital humain. Merci beaucoup. Il y avait après, là, vous avez expliqué pas mal de choses, hein, justement aussi sur les fonds, etc. Il y avait quand même une question, et après, je ne sais pas jusqu'où vous avez envie de nous partager les choses, mais sur des règles de gestion qui seraient plus spécifiques que vous avez pu mettre en place. On vous demande aussi comment vous réinvestissez les bénéfices. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez répondre. Non, mais pour investir Répondre les à- bénéfices, pour en avoir, aujourd'hui, on est en fort développement, donc le sujet ne se pose pas et a priori, il ne se posera pas sur les 3-4 prochaines années. Donc, on est plutôt dans une démarche de fort développement où au-delà de réinvestir nos bénéfices dans le développement de la société,
on investit même plus d'argent pour justement favoriser son développement. Et ensuite, sur les règles de gestion, donc on a ce comité stratégique qui est composé des actionnaires qui va prendre des décisions sur, par exemple, qui va voter le budget annuel. Ça, c'est une des décisions les plus importantes qu'on prend chaque année. On va aussi voter à chaque fois qu'il y a un écart au budget de plus de, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros, mais en tout cas, chaque fois qu'il y a un écart au budget, on va devoir revoter un nouveau budget tout au long de l'année. Et en général, ça définit quand même pas mal, le budget définit pas mal la stratégie de développement de l'entreprise. Et en fait, toutes ces décisions-là qui vont être prises au sein du comité stratégique vont devoir être soumises à notre comité ESS. Et le comité ESS aura la possibilité de censurer ces décisions en disant, voilà, nous, on n'est pas d'accord de débloquer un budget de 1 million d'euros pour ubériser la réparation. Voilà, c'est un truc, on n'est pas d'accord avec ça parce qu'on considère que ça va à l'encontre de notre mission sociale. Et ben, du coup, la décision ne passe pas et le budget n'est pas débloqué. Donc, on est obligé de recommencer pour finalement arriver à une décision qui fait un consensus sur notre utilité sociale. Et ce comité ESS, il est composé de 2 dirigeants, 2 salariés élus et 2 représentants de parties prenantes externes qui ont été choisis par les 2 dirigeants et les 2 salariés. Merci beaucoup, Guy. Je vous propose de rester avec nous parce que je pense qu'il y aura peut-être encore quelques questions à la fin des interventions. Je vois juste le temps passer très très vite et moi, je voulais bien évidemment donner la parole aussi à Hugo de Sofu, justement pour nous raconter un peu le choix qu'eux ils ont fait de leur côté de inscrire l'appartenance à l'ESS dès le départ. Du coup, je te laisse la parole, Hugo, et Guy, si vous pouvez rester avec nous un petit peu pour éventuellement répondre quelques questions à la fin. Merci beaucoup et Hugo, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous, à toutes et à tous. Je vais revenir sur les choix qu'on a fait autour de l'ESS et juste rapidement présenter la structure. Sofu, ça a commencé à Nantes en septembre 2020. Le constat, il était simple. Il y a une industrie, enfin, une émergence d'une filière brassicole artisanale en France et qui s'accompagne malheureusement de l'augmentation de l'usage du fût plastique à usage unique. Donc, c'est ce qu'on voit sur la gauche parce que ces petites structures, faute de moyens au départ et après de lourds investissements dans le matériel pour fabriquer la bière, ben, ne peuvent investir dans un parc de fûts inox et une machine de lavage qui sont pourtant un contenant, le fût inox, durable et réemployable sur 20 à 30 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir distribuer leur bière en pression auprès des cafés, hôtels, restaurants? Ben, ils utilisent ces contenants en plastique à usage unique. Donc, c'est partant de ce constat-là que nous, on a lancé une offre tout simplement de mutualisation d'une laveuse de fût et de location de fût et du coup de transport via des partenaires. Donc, on a fait le choix d'être de l'ESS. Faut savoir que toutes les opérations qui ont lieu dans nos entrepôts sont réalisées par des personnes en insertion. Donc, on a fait le choix dès le départ, en fait, voilà, la mission principale, elle était écologique, c'est-à-dire de proposer une solution durable et une alternative au fût en plastique à usage unique. Il y avait aussi une forte conviction d'ancrage local. À chaque fois, on déploie des petites antennes. Ça a commencé à Nantes et depuis, il y en a une à Noisy-le-Grand, banlieue parisienne, puis Saint-Priest à côté de Lyon, Vitrolles à côté de Marseille, et alors moi à côté de Bordeaux. À chaque fois, on est sur des structures, petites structures de 1 à 3 salariés, accompagnées de 1 à 5 personnes en insertion qui interviennent. Euh, toutes ces structures, en fait, pour le choix de l'ESS, on a fait ce choix en fait qu'à chaque fois, on a des associés différents. Et dès le départ, quand on a commencé à Note, c'était aussi pour s'aligner sur la mission de l'entreprise et les valeurs et la manière dont on allait mener l'activité.
Donc forcément, cet impact écologique initial, mais aussi cette volonté d'avoir un impact supplémentaire social, donc en créant des partenariats forts de proximité avec des structures d'insertion sur chaque territoire pour la partie opérationnelle, mais aussi, quand c'est possible, sur la partie transport. Avec vraiment aussi cette volonté, donc bah, forcément, quand on lance une structure, la problématique, c'est qu'il y a différents chantiers à mener. Et du coup, l'idée étant pour chacune des structures à 2 ans d'être vraiment en conformité, d'aller faire la demande du label ESUS. Donc, pour vous rentrer un peu plus dans la pratique, et voilà, par exemple, ce qu'on a mis en place à Nantes, donc nous, on a fait le choix de mettre 3 collèges au sein du comité directeur. L'un qui va être plutôt faire rentrer des partenaires et prestataires, un autre qui va être plutôt sur les structures d'accompagnement, que ce soit public ou privé, et une autre qui va être des acteurs tiers et qui vont avoir un profil complémentaire aux différents intervenants. Et on va organiser 3 à 4 réunions par an, idéalement tous les trimestres, où on va aborder les thématiques budgétaires, enfin faire un bilan du trimestre et voire même de l'année en cours, enfin sur l'année glissante passée, faire les projections budgétaires et aussi aborder tous les choix stratégiques pour les faire valider par le comité et aborder aussi certaines thématiques particulières pour avoir un regard extérieur sur l'activité, quoi. Donc voilà pour le comment ça se matérialise. Après, de manière très concrète et en termes de difficultés entre guillemets qu'on a pu rencontrer, c'est à la fois d'identifier les bonnes personnes qui vont souhaiter s'investir et qui vont pouvoir avoir un peu de temps quand même pour venir participer et s'intéresser enfin, à la vie de l'entreprise et participer à ces différents points de rencontre. Au maximum, les systématiser et rendre que ce soit, enfin, faire en sorte que ce soit finalement un peu une routine. Donc pour ça, nous, c'est tout bête, hein, mais généralement, on met ça sur le temps du midi. Comme ça s'inscrit bien dans la journée des membres du comité directeur. Et après aussi, on va essayer de les solliciter sur des thématiques où ils sont experts ou en connaissance du sujet pour aussi renforcer l'implication dans notre activité, sachant que bah voilà, forcément, ils sont pas toujours impliqués dans le quotidien, donc ça a l'avantage de vraiment apporter un regard extérieur, mais des fois, il peut y avoir une certaine petite déconnexion, quoi. Donc voilà sur ce que j'avais à vous partager brièvement. Sachant que voilà, on est toute jeune structure et de petite taille, quoi. Donc c'est vraiment un profil différent de Murphy. Alors, merci pour votre témoignage. Il y a une question dans le chat qui vous demande si vous êtes une entreprise d'insertion. Donc, peut-être vous pouvez répondre à cette question-là. Peut-être, si vous ne l'êtes pas, nous préciser comment vous faites éventuellement appel à ce domaine-là ou pas. Et puis, pour répondre à la question du dessus, hein, si une entreprise d'insertion est, oui, effectivement, automatiquement, pour le coup, considérée comme entreprise de l'ESS. Voilà. Mais vous, Hugo, de votre côté, chez SOFU, votre rapport aux entreprises d'insertion. Ouais, alors nous, c'est des partenariats, en fait. À chaque fois, localement, on se rapproche bah, des fédérations ou des réseaux pour être mis en relation avec des structures d'insertion localement qui pourraient être intéressées pour travailler avec nous. Et à chaque fois, du coup, on a des partenariats en région parisienne. On travaille avec Val-de-Brie et Emmaüs. Du côté de Nantes, il y a plusieurs ESAT. Et il y a également Envie, le réseau Envie. Donc voilà, à chaque fois, ça va être sous forme de partenariat. L'idée étant d'avoir le plus de proximité possible. Et donc non, on n'est pas, pour répondre à la question initiale, on n'est pas structure d'insertion. Merci Hugo. Effectivement, juste dans la question, il posait la question aussi quel est donc votre statut aujourd'hui, vu que vous n'êtes pas effectivement une structure d'insertion.
On est du coup, ah oui, SAS avec de l'ESS. Merci beaucoup. Moi, j'avais du coup aussi une question pour toi. Au démarrage du projet, quand vous avez du coup réfléchi à inscrire directement l'OSS dans votre ADN, est-ce qu'il y a eu des difficultés de comprendre comment le faire? Est-ce que vous avez été accompagné ou est-ce que vous avez eu des partenariats, des acteurs ressources en fait qui vous ont aidé effectivement à inscrire ce collège, etc., qui est une mode de fonctionnement hyper intéressant, différent par exemple de Murphy. Du coup, ce que disait aussi Sébastien tout à l'heure, il n'y a pas une seule mode de fonctionnement de démocratie participative. Mais du coup, voilà, ça m'intéresse personnellement aussi. Ouais. Bah, du coup, nous, sur du coup, la première structure sur Nantes, on était associé à une association. Du coup, donc je pense qu'il y avait peut-être un peu plus cette culture. Et du coup, on est parti de là. Après, on s'est forcément fait accompagner d'un cabinet d'avocats aussi pour faire mûrir notre réflexion et sur la rédaction des statuts. Mais globalement, on s'est fait comme ça et je veux dire assez naturellement. Et après, du coup, sur notre SMH, on est reparti de cette base-là en se disant, bah, on a envie que ce soit les mêmes valeurs, le même mode de fonctionnement. Donc, ça nous permet d'ores et déjà de savoir si on est en train de s'associer avec les bons partenaires pour le développement local de l'activité, quoi. Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore quelques questions. Je vois du coup, effectivement, il y a une question. Le fait d'être une SAS de l'OSS, il y a une-t-il une reconnaissance légale au niveau de l'OSS avant d'avoir le label ESUS? Je laisse nos intervenants librement prendre la parole, mais du coup, Hugo, je te laisse ouvrir le bal éventuellement. Ouais. Bah alors oui, du coup, le label ESUS, bon après, d'expérience, en fonction des territoires, les critères sont pas tout à fait les mêmes. C'est en fonction des régions. Mais globalement, oui, on demande forcément d'avoir là où on peut commencer à être entreprise de l'ESS sans avoir démarré son activité. Enfin, en tout cas, nous, on a pu le faire. Après, sur le label ESUS, voilà, il y a un certain nombre faut montrer que l'activité répond à un certain nombre de critères et du coup, il faut forcément avoir genre une ou plusieurs années d'activité, quoi. Oui, Je sais pas si c'est d'expérience, hein, je sais pas si c'est la bonne, en tout cas, si c'est la règle et la bonne norme, entre guillemets, mais nous, c'était le cas. Merci beaucoup, merci Hugo. Effectivement, l'agrément ESUS est ouvert et les seules structures de l'ESS sont éligibles à cet agrément qui est livré par les pouvoirs publics, hein, par les DRIETS. Effectivement, quand on a une structure commerciale de l'ESS, comme le précise Sébastien, il y a tout à fait une reconnaissance légale parce que c'est inscrit sur le CABIS et on s'est inscrit aussi sur les listes publiques. Du coup, vraiment, dans votre cabis, il y a votre statut juridique et en dessous, il y a écrit effectivement structure commerciale de l'OSS et aussi sur votre avis de sirène. Alors, je me permets juste, sur l'agrémosius, on fait un webinaire justement dans 2 semaines. Je me permets juste de répondre à cette question. En tant qu'auto-entrepreneur, on n'est pas de l'économie sociale et solidaire. Les seules structures commerciales, les seuls statuts juridiques commerciaux peuvent être éligibles à être de l'OSS. Du coup, Gaspard l'a évoqué en début de webinaire. Il s'agit de SCA, SARL et SAS, avec quelques vraiment gros points de vigilance sur les SASU. Du coup, la réponse est non à votre question, mais si vous avez besoin de plus d'informations sur l'agrément juste, il y aura bien évidemment un webinaire là-dessus dans 2 semaines. Merci beaucoup Hugo pour ta prise de parole. Il nous reste un petit temps conclusif de ce webinaire et on voulait effectivement vous partager quelques informations pratico-pratiques et des outils, des acteurs qui peuvent justement vous accompagner dans vos démarches.
avant effectivement d'avoir un temps de questions-réponses assez libre avec vous. Hugo, comme à Guy, je te propose de rester avec nous si éventuellement il y a quelques questions encore qui est posées par rapport à votre expérience. Et du coup, Gaspard, je te redonne la parole pour la conclusion de ces interventions. Merci beaucoup, Cécilia. Alors, finalement, plutôt qu'un propos conclusif, moi, je vais vous parler du cas qui, finalement, est le cas de Murphy, enfin, pas le cas de Murphy en particulier, mais en tout cas, le cas qu'a connu Murphy. C'est la situation où vous créez une entreprise euh, dans une volonté de SS ou non, à la rigueur, peu importe, mais à un moment donné, vous vous dites, bon, bah, j'ai envie d'avoir accès à ce statut et du coup, je dois répondre aux critères ESS, mais mon entreprise est déjà existante, j'ai déjà des statuts et une activité. Je vais évacuer le premier cas assez simple qui va être le cas de la société commerciale, SARL, SAS, SA, où on a des associés qui sont assez d'accord sur tout et qui vont modifier leur statut. Et là, finalement, on va rebasculer au cas numéro un, qui est le cas de Soput, où dès le début, enfin, dès le début, en tout cas, on change ses statuts et on tente d'obtenir l'ESS. Non, le cas qu'il faut se poser, c'est le cas un peu différent de la modification statutaire qui va peut-être avoir des oppositions. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous souhaitez, même si vous étiez finalement dans une démarche ESS auparavant, un peu comme Guy l'expliquait pour Murphy, vous n'avez pas fait les démarches pour et vous arrivez dans une situation où vous avez déjà des associés investisseurs qui n'ont pas forcément la même vision que vous et qui donc potentiellement peuvent s'opposer à ça. Vous avez du coup tout intérêt à anticiper un peu les choses, à mon sens, et peut-être prévoir juridiquement la possibilité de, soit en amont de l'entrée des investisseurs, voilà, soit effectivement avoir des investisseurs qui sont d'accord. Mais voilà, il faut que vous puissiez penser et l'anticiper parce que le processus de modification statutaire, euh, voilà, il va être différent selon la société. Alors en SARL, je vous le disais tout à l'heure, il est assez simple puisque c'est la loi qui le prévoit. C'est deux tiers, c'est la majorité des deux tiers avec les conditions de quorum auparavant que je vous passe, mais c'est la majorité des deux tiers. En SAS, il va être beaucoup plus libre s'il est prévu. C'est-à-dire que si vous ne prévoyez rien en SAS, c'est l'unanimité qui s'applique. Donc il faut absolument penser à prévoir les règles de modification statutaire de majorité. Voilà. Petite précision à ce stade, la loi ESS précise bien que ce sont les statuts qui doivent prévoir les règles de l'ESS. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prévoir, avoir des statuts assez génériques et vous dire dans un pacte à côté, je vais poser mes règles ESS pour obtenir ce statut de ESS. Voilà, il faut que ce soit dans les statuts. Donc, bien prévoir en amont les règles de majorité pour pouvoir anticiper cette modification, pouvoir se dire avant de lever des fonds, est-ce que je veux passer dans le SS, est-ce que je le fais avant ou après, ou est-ce que si je le fais après, j'ai pas intérêt à modifier mes statuts avant. Enfin voilà, c'est des questions qui se posent. Même pour aller plus loin, on peut aussi imaginer dans les SAS de prévoir, sans être SS dès le début, qu'on aura une possibilité d'être ESS et que les règles de modification statutaire spécifiques à l'ESS pourront être différentes des règles de majorité pour les autres sujets statutaires. Voilà, il y a beaucoup de possibilités là-dessus, mais il faut vraiment l'anticiper, à mon sens, pas trop tardivement, et en tout cas, si vous ne l'avez pas fait dès le début, peut-être avant de lever des fonds. Sinon, dans le pratico-pratique, les modifications statutaires, si aujourd'hui on a des personnes qui nous écoutent, qui se posent la question, bah, c'est assez simple et je pense que vous le savez. C'est une assemblée générale donc, qui respecte les règles de majorité de votre société, qui décide de ces modifications et qui les acte. Et les statuts sont à déposer avec le PV d'assemblée générale au greffe du tribunal de commerce compétent, avec une publicité légale. Non, pardon, je vous dis une bêtise, sans publicité légale, puisqu'on ne change pas des éléments du CABIS, quoique si on change d'activité, excusez-moi, avec une publicité légale sur le changement d'activité. Voilà. Merci beaucoup Gaspard. S'il y a des questions
On arrive vers la fin des interventions et n'hésitez pas du coup à poser vos questions dans le chat. Comme on l'a un peu évoqué pendant le webinaire, il y a bien évidemment des acteurs locaux en Île-de-France qui peuvent vous accompagner. Effectivement, je vais prendre rapidement la parole avant de vous laisser librement la possibilité d'ouvrir vos micros. Effectivement, il y a tout à fait les acteurs comme les avocats, notamment qui peuvent vous accompagner sur toutes vos réflexions, la rédaction statutaire, etc. Notamment au niveau de la CRES Île-de-France, on travaille avec le barreau de Paris, à la fois avec des permanences juridiques qui ont lieu tous les mercredis via téléphone et du coup sur lesquelles vous pouvez voilà, prendre rendez-vous pour poser vos questions. Et bien évidemment, il y a aussi enfin, nous, on vous conseille aussi de s'appuyer à vos experts comptables quand il s'agit effectivement de rendre vos répartitions budgétaires visibles, lisibles, etc. Et après, effectivement aussi, nous, la CRES, on peut être tout à fait un acteur qui peut vous accompagner, qui peut vous appuyer via plusieurs solutions. Effectivement, s'il y a des questions plus précises, nous, on propose des rendez-vous individuels avec moi ou Amélie pour pouvoir creuser un peu plus vos besoins et effectivement construire avec vous éventuellement un accompagnement. Du coup, vous orienter vers les acteurs de l'accompagnement et du financement, les experts comme des avocats, des comptables, etc. Et aussi, on peut tout à fait apporter notre expertise via la relecture vos statuts. On n'apporte pas du tout de conseils juridiques. On n'est pas du tout dans cette mission-là. Mais effectivement, sur les éléments sur lesquels Sébastien est revenu, on peut tout à fait apporter notre expertise et du coup opérationnelle sur les articles qui concernent l'OSS. Comme l'a évoqué aussi Guy, c'était le cas de Morphy. On a travaillé ensemble et voilà, le résultat, c'est que Morphy sont allés vraiment loin sur la démocratie participative. Du coup, si vous avez des questions, il faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Nous pouvons mettre à disposition des outils, des informations, des contacts aussi qualifiés pour que vous puissiez plus facilement trouver les réponses. Voilà ce qu'on avait prévu comme contenu pour vous. Le PowerPoint sera bien évidemment partagé. Je suis devenue violette entre-temps, je n'avais pas vu. Et du coup, on a encore une dizaine de minutes justement pour poser vos questions. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole et ouvrir votre micro. Je les prends peut-être dans l'ordre sur les accompagnements similaires des autres régions. Je vous demande si vous pouvez préciser. La personne est partie. Je pense que c'est l'accompagnement à la rédaction des statuts ou de choses comme ça. Alors, du coup, peut-être se tourner vers, comme la CRES, hein, c'est la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Il y en a une par définition dans chaque région vers laquelle vous pouvez vous tourner pour avoir des informations sur ce que fait la CRES en question ou éventuellement ses partenaires. Je vois qu'il y a une question de Hugo pour Guy. Si vous aviez été de l'ESS plus tôt, est-ce que cela aura freiné l'entrée des investisseurs actuels? Que feriez-vous différemment si c'était à refaire? Alors, non, je pense pas que ça aurait freiné l'entrée d'actionnaires actuels. Ça aurait pas forcément eu d'impact, je pense, de ce côté-là. Par contre, le fait d'avoir été ESS tard, ça fait que on a rencontré et on rencontre encore des difficultés à s'intégrer dans l'écosystème, à travailler avec d'autres acteurs de l'ESS, par exemple, ou à mener des actions de lobbying, de plaidoyer en commun. Donc, je pense que le fait d'avoir été, si on avait été ESS plus tôt, ça nous aurait certainement évité de perdre du temps aujourd'hui à rattraper notre retard. Merci Ok, beaucoup. merci.
Merci Guy. Concernant la question sur la liste d'experts comptables spécialisés dans l'ESS, en Île-de-France existe effectivement dans l'ordre des experts comptables un pool, je dirais, de comptables qui travaillent effectivement plutôt avec le monde de l'ESS. Je pense que pour des raisons de confidentialité, on n'a pas l'accès à tous les adresses mail, mais nous travaillons avec l'ordre. Du coup, je peux voir quels sont les contacts que je peux partager. Peut-être on va passer par leur point, enfin pour leur port d'entrée principal, et après ça va être à eux peut-être de vous orienter vers des comptables spécialistes. Je vois aussi la question de possibilité de passer d'une association à une SAS de l'ESS. Gaspard, vous as déjà répondu que c'est impossible. Est-ce qu'il y a des précisions? Est-ce que du coup, il y a une procédure spéciale, du coup, liquider la enfin, fermer l'association? Voilà, peut-être repréciser ça. Alors, tout à fait. Alors, j'avoue que j'ai pas le texte, le fondement juridique, hein, mais c'est une question qui m'a souvent été posée dans mon activité. Ça n'est pas possible parce que c'est pas du tout le même fondement. Et je rebondis peut-être sur la question qui a été posée tout à l'heure, qui disait quelles sont les différences fondamentales entre une ESS, enfin une société commerciale de l'ESS et une association. Une société commerciale, c'est une structure capitalistique avec une logique de rémunération du capital, ce qui n'est pas le cas d'une association du tout. Au-delà des questions évidemment de salaire, d'objet social et ces différentes choses. Voilà, on est vraiment aujourd'hui dans ces sociétés ESS, dans des structures qui restent des structures capitalistiques, avec des freins qui sont imposés par la loi dans un certain objectif, mais c'est totalement différent. Donc, si je reviens à la question précise, une association, elle n'est pas en structure capitalistique. Donc, la transformer, ça voudrait dire potentiellement récupérer les fruits d'une forme non lucrative de structure pour en créer une forme lucrative via la rémunération du capital. Et ça, c'est impossible. Merci beaucoup, Gaspard. Sébastien? Ouais, juste d'un mot, parce que la réponse de Gaspard est très claire, mais je pense qu'il y a des fois aussi un peu des questions qui se posent sur l'articulation entre une société commerciale et une association. Et là, pour le coup, il y a des choses qui sont possibles. Très classiquement, une association peut tout à fait développer une SASU, par exemple, dont elle est l'actionnaire unique, pour projeter une activité commerciale particulière sur lequel, soit pour des besoins d'investissement, soit pour des questions diverses, c'est de la forme qui est souhaitée davantage. Et souvent, si certains, par exemple, enfin, je prends cet exemple-là, on le voit passer de temps en temps à la Crèce, on a des structures qui sont associatives, les gens sont bénévoles, puis à un moment ils disent, tiens, j'aimerais bien développer dans mon association qui, par exemple, aide la végétalisation des rues. Tiens, du coup, j'ai développé une expertise et j'aimerais bien aussi pouvoir avoir un côté Presta à côté, etc. Et donc ça, typiquement, c'est tout à fait évidemment possible. Et donc soit on le fait avec une activité à côté, soit sinon, effectivement, on peut avoir des associations qui vont qui vont mettre des activités dans une société commerciale. Et y compris, ça a un intérêt de pouvoir dire la gouvernance démocratique, désintéressée, elle reste dans l'association. Et ça peut faire partie aussi des cas où on a déjà vu, nous, des SASU qui ont été reconnus comme ESS, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une SASU, mais qui était vraiment qu'un véhicule de l'association, c'est-à-dire 100% des bénéfices étaient remontés dans l'association, et la gouvernance était complètement imbriquée, c'était celle de l'association. Dans ces cas-là, on peut considérer que c'est une extension de l'association, et donc voilà, donc ça reste possible de le faire soit des grosses assos le font, soit effectivement des toutes petites assos pour une activité un peu commerciale parallèle qui peut venir soit financer une personne, soit mettre un peu de beurre dans les épinards de l'association. Et donc, ça a des articulations qui restent possibles. Et souvent, enfin, je pense qu'il faut pas, enfin, on peut, hein, mais plutôt que de s'embêter à passer par des dissolutions, recréations, transferts d'activités de l'un à l'autre, le plus simple, c'est de garder l'association, de créer la structure, de déterminer le lien de relation qu'on veut que les structures aient, et si jamais, et après, passer par un expert comptable pour faire des transferts s'il doit y en avoir. Une association peut, par exemple, une société commerciale peut louer la marque d'une association. Enfin, après, il y a plein de mécanismes possibles qui permettent de construire des articulations
Mais là, pour le coup, faut se faire accompagner sur ces éléments-là, parce qu'on peut toucher sur des choses, sur de la propriété intellectuelle, enfin, il y a plein de leviers différents. Et donc, en tout cas, mais peut-être l'objet un prochain webinaire. Très bien, on note. Et Désolé, Cécilia, on rajoute du travail. exactement, tu as anticipé effectivement le webinaire qui aura lieu le 8 novembre. On va vous renvoyer du coup la présentation, etc. et le lien d'inscription si vous souhaitez participer au prochain webinaire. Du coup, le prochain est le 11 octobre sur l'agrément ESUS et le 8 novembre, effectivement, sur l'articulation d'une activité commerciale avec une structure qui porte un objet social. Je ne sais pas, on a peut-être le temps pour une ou deux dernières questions, sauf s'il n'y en a pas. N'hésitez pas à ouvrir le micro s'il y a une ou deux dernières questions pour nos intervenants. Sinon, On est dans les temps, bravo. on était parfaitement dans le timing. Ce webinaire, du coup, va être disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CRES. On va vous renvoyer la présentation utilisée, plus d'autres outils que nous utilisons régulièrement à la CRES. Et bien évidemment aussi mon contact et celui d'Amélie si vous avez besoin qu'on prend un temps pour effectivement discuter de votre situation qui n'a pas pu être traitée dans le collectif. S'il n'y a pas d'autres questions, euh, je pense qu'on a traité effectivement toutes les Il y a questions. quelqu'un qui demande quand même ce qu'est la crèche. Je pense qu'en 2 mots pour conclure, ça peut être pas mal. Sébastien, tu veux présenter la CRES rapidement? Ouais, en 2 mots, très rapidement, c'est vrai on aurait pu le faire. On n'est pas encore assez bon, on pense pas assez notre À territoire de nous-mêmes. Non, blague à part. Donc, les CRES pour l'ensemble du réseau, c'est des associations de loi 1901. Donc, on n'est pas des chambres consulaires. Donc, on est navré, mais on n'est pas financé avec vos impôts, malheureusement, pour notre budget, hein, voilà. Donc, du coup, on est des associations 1901 qui fédèrent uniquement des structures, de l'économie sociale et solidaire, ni collectivités, ni personnes physiques. Du coup, c'est un espace où justement on essaye voilà, on a un travail de représentation, on va dire ça comme ça, de fédération, de porter la parole. On est intégré dans un certain nombre de cadres de politiques publiques régionales, étatiques, départementales, etc., où on contribue à des éléments justement autour de l'appui à l'ESS. Et donc, on est le porte-parole des entreprises qu'on fédère et plus largement de l'économie sociale et solidaire. La loi nous donne un certain nombre de missions, notamment celle d'informer les dirigeants, un peu ce qu'on fait là. Et puis, on a après un développement un certain nombre de programmes. Donc ça, je vous invite à les retrouver sur le site internet, je ne vais pas détailler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, peut-être pour terminer sur ce thème-là, c'est que, en tout cas, sachez que le type d'action qu'on peut avoir là, ou les débats que ça peut générer, puisque l'économie sociale et solidaire est une science vivante, et les choses évoluent. Nous, on essaye vraiment de jouer à fond ce côté de faire mouvement, c'est-à-dire de fédérer et d'amener à développer, soit d'apporter des choses, soit de développer des synergies entre les structures de l'économie sociale et solidaire qui, vous êtes tous et toutes souvent le nez sur le guidon de vos projets, et c'est bien normal. Donc, on essaye de créer du lien pour vous amener à créer aussi des collaborations, à faire mouvement, que ce soit autour d'un plaidoyer, que ce soit autour d'un produit, que ce soit autour d'un événement, que ce soit autour d'un territoire. Et donc, je ne peux que vous inciter à rejoindre la CRES Île-de-France, sachant que, en plus de ça, on est quand même, vous le verrez sur le site internet, adhéré, on a des barèmes adaptés sur toutes les tailles de structure. Et grosso modo, c'est plutôt une cotisation symbolique, on va dire ça comme ça, mais pour nous qui est importante pour le côté justement de capacité à fédérer et aussi à mieux vous connaître. Puisqu'évidemment, une fois que quelqu'un est adhérent, on va pouvoir lui pousser des solutions, on va pouvoir l'inviter plus particulièrement à un certain type de choses, parce que du coup, comme on vous connaît, on sait que ça ou ça vous intéresse, et que du coup, on peut vous orienter ou vous mettre en relation avec d'autres adhérents. Voilà. Merci beaucoup Sébastien. On vous a mis le lien du coup de la CRES où vous avez une page dédiée aussi si vous souhaitez adhérer. On est dans un timing parfait.
Un grand merci à nos intervenants pour votre mobilisation. Merci beaucoup aussi à Thomas Graff du barreau pour tout le travail en amont de préparation de ce webinaire. Du coup, on va vous transmettre toutes les informations par mail et moi et Amélie, on sera ravis de vous rencontrer à nouveau si vous avez des besoins plus spécifiques auxquels la CRES peut répondre ou vous mettre en contact avec les personnes adaptées. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.